décolonisation, aggravée par l'idéologie des droits de l'homme, à ces groupes, comme le fait cette curieuse école africaniste française qui considère que les ethnies ont été créées par la colonisation, ce qui est une aberration, n'est-ce pas? Et à partir du moment où vous posez le mauvais diagnostic, il est bien évident que vous ne pouvez pas donner le bon remède. Alors voilà le problème qui est un problème fondamental. Et ce problème fondamental trouve des débuts de solution. Il trouve des débuts de solution dans un grand pays africain, qui est l'Éthiopie. Alors je ne dis pas que l'expérience éthiopienne est en train de réussir, mais l'Éthiopie, après être passée par une phase de centralisme impérial autour de l'ethnie des Amaras, et après être passée par une phase de centralisme jacobino-marxiste autour d'Haïlé Mariam, lui aussi amarisé, ce n'était pas un Amara, mais il était amarisé. Aujourd'hui, l'Éthiopie a totalement changé son approche politique et le préambule de la constitution éthiopienne dit « nous, les peuples et les nations d'Éthiopie ». Et c'est autour de cette réalité que s'est reconstruit une constitution éthiopienne et que s'est reconstruit l'État éthiopien. Bien voilà une direction de recherche qui est intéressante, mais le problème est que, et là nous retombons sur la nature humaine, quels sont les peuples assurés d'être au pouvoir par le fait qu'ils sont plus nombreux, qui seront suffisamment naïfs ou suicidaires pour abandonner le système du one man, one vote pour passer à un système de vote de groupe? Il est bien évident que dans un pays comme le Rwanda, par exemple, où les Hutus sont 85% et les Tutsis 15%, il est certain que le suffrage universel, s'il était appliqué d'une manière logique, donnerait pour l'éternité le pouvoir aux Hutus, d'où le soulèvement des Tutsis. Il est bien évident que dans d'autres pays africains, il suffit de voir quelle est la réalité de ces groupes ethniques pour avoir la représentation politique. L'on fait des élections, ça ne sert à rien. Moi, je m'amuse régulièrement, à la veille de certaines élections africaines, à donner à 2% près le résultat de chaque parti. Il suffit de savoir que le parti ait l'habillage à l'européenne de réalités ethniques ou d'alliances ethniques pour avoir le résultat. Alors voilà donc simplement les réflexions que je voulais faire pour poser le débat. Des crises qui ne sont qu'artificiellement économiques ou que secondairement économiques, des crises qui sont des crises inscrites dans la longue durée, qui sont des crises d'ordre ethno-politique, aggravées par les systèmes politiques hérités de la décolonisation, aggravées par l'idéologie des droits de l'homme, aggravées par la compétition internationale, parce que l'Afrique, alors je ne nie pas le fait économique, attention, entendons-nous bien, par le fait que l'Afrique est convoitée par les grandes puissances mondiales qui ont leur jeu politique et qui, ayant leur jeu politique, peuvent appuyer sur tel ou tel levier ou déclencheur pour leurs propres intérêts. Donc il y a tous ces éléments qui entrent en jeu. Mais, à la base, le fond du problème n'est pas un problème économique. Voilà donc quelques réflexions pour lancer le débat. Déjà, on voit que M. Lugan connaît bien le sujet. Et surtout, c'est important de le faire remarquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Quand je vois les gens parler de l'Afrique, en général, en se pensant en plus des décolonisateurs ou des anticoloniaux, en général, tout leur bagage, on va dire, épistémologique est de type colonial, c'est-à-dire de type occidental. Et non seulement il l'est, mais il est projeté, moi qui suis marxiste, sans aucun respect de ce qu'on appelle le matérialisme historique, il est projeté de manière totalement artificielle sur un continent qui, si on le respecterait, on admettrait qu'il est encore un continent qui fonctionne de façon, on va dire, traditionnelle, c'est-à-dire sur la notion de famille élargie, et non pas sur la notion qui est consubstantielle aux droits de l'homme, qui est la notion d'individu. Voilà. Et il y a un contresens terrible. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand on est un marxiste sérieux, comme le sont certains africanistes proches de moi, dont justement Pagani, Negroni, Adotevi, etc., le spécialiste de la négritude, on rejoint exactement cette critique de la pensée dominante que fait M. Lugan, qui serait plutôt un homme de droite, on va dire, traditionnaliste.
Hein, voilà. Alors, il a levé effectivement cette hypothèque. C'est effectivement, si l'Afrique est souvent à feu et à sang en ce moment, c'est parce que pour des raisons effectivement d'impérialisme économique du Nord, les petits malins qui vendent l'abstraction des droits de l'homme et des découpages abstraits qui sont ces nations issues du colonialisme et qui se sont maintenues dans la décolonisation, ça veut très bien, quand ils veulent créer des conflits locaux pour capter des marchés, savent très bien comment fonctionnent en général les lignes de fragilité, les lignes de fracture ethnique pour appuyer dessus. C'est-à-dire que ce sont des manipulateurs et des menteurs. C'est-à-dire qu'à la limite, ils se servent du savoir de Lugan pour foutre la merde, pour des raisons de domination économique, en nous vendant un commentaire journalistique à la Bernard-Henri Lévy, donc on est venu pour les droits de l'homme. Alors que, regardez le laboratoire de la situation libyenne, on pourra en parler tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a un BHL qui vous vend la démocratie et les droits de l'homme, on a des experts sur le terrain qui connaissent les lignes de fragilité, qui avaient essayé d'ailleurs de dépasser un Kadhafi en essayant de faire accéder la Libye à la modernité d'une certaine manière, à la fois en faisant un pays alors que ce n'est pas un pays au départ, c'est l'Italie qui avait décidé que c'en était un, mais en même temps à travers sa jamaïria, en respectant justement la réalité politique tribale. Donc il avait articulé ces choses-là. Et c'est ça qu'on est venu désarticuler derrière. Hein, voilà. Et malheureusement, c'était fragile. Et parce qu'effectivement, quand on repousse une ethnie à redevenir ce qu'elle était, en lui donnant des armes et de l'argent et en lui promettant un pouvoir global, en général, elle oublie ce saut dans la modernité qui était l'unité nationale pour retomber à la séquence d'avant. C'est pour ça qu'on pourra parler de la Libye tout à l'heure, c'est très intéressant, et sans doute du Soudan. La Libye, c'est très important. Oui, parce que tout est là. Et moi qui suis quelqu'un qui a une formation plutôt marxiste, je le rejoins sur plein de points. Hein. Déjà sur l'idée que, effectivement, quand on prétend défendre l'Afrique, on la défend malgré elle, et sans lui demander son avis, en général en niant sa réalité profonde historique, c'est-à-dire en projetant sur elle un découpage de nations qui est déjà de toute façon un artifice colonial, dans un but d'ailleurs de domination pervers, parce que en général c'est ne pas respecter les découpages ethniques. Et nous avons la même chose en France quand on prétend par exemple que cette région s'appelle Rhône-Alpes, pour casser la culture historique de l'Isère et de la Savoie, vous voyez, qui n'ont strictement rien à voir historiquement. Donc ce qu'on fait ici chez nous, on le fait aussi là-bas, évidemment. Et donc c'est déjà une première violence. Et c'est intéressant de toucher du doigt, grâce au savoir de M. Lugan, tout ce contresens où les trois quarts des gens qui prétendent aider l'Afrique, en parlant d'ailleurs d'Afrique, avec une vision continentale que n'ont aucun Africain, sauf ceux qui ont pris l'avion et qui sont venus faire leurs études à la Sorbonne, ce qui explique très bien à Dotévi, parce que pour un Africain, au niveau de sa réalité historique et de son épistémologie, il n'y a pas de continent africain. Il y a la famille élargie, il y a son ethnie, et il n'y a pas de... Il faut avoir quitté l'Afrique et avoir fait des études à l'occidental et avoir pris l'avion, de cette manière, pour dire le continent africain, pour parler de panafricanisme, etc., etc. C'est déjà projeté sur l'Afrique un appareil conceptuel qui a à voir avec un niveau technologique et politique qui est celui de l'Occident et de l'Occident dominateur. Donc c'est le même paradoxe que quand, je dirais, Ouya Boutelja critique la colonisation française au nom des droits de l'homme. Je dis malheureusement, les droits de l'homme font partie du bagage colonial. Il faudrait que tu t'appuies sur un autre concept, parce que là, tu veux te battre contre quelqu'un en acceptant ses armes, et ces armes ont été créées pour ta défaite. Vous voyez ? Donc là, on est dans l'injonction à une certaine finesse et un certain respect. Et commencer par respecter l'Afrique, c'est respecter sa différence et ne pas justement lui jeter à la figure les termes de démocratie de façon abstraite, d'égalitarisme, etc., etc., en sachant que ça n'a pas de réalité profonde dans l'Afrique, et c'est parce que ça n'a pas de réalité profonde que chaque fois qu'on passe ce vernis, c'est comme passer une peinture pour cacher quelque chose, ça ressort... La réalité profonde ressort, et surtout, à chaque fois, les manipulateurs du Nord, parce que ça, il faut bien l'admettre, savent très bien, eux, où appuyer pour que ça pète, pour que c'est fragile. La séparation du Soudan, elle a été facile à organiser, puisque justement, cet État qui s'appelle le Soudan n'a aucune réalité profonde historique, et il suffit d'appuyer sur les fractures ethniques traditionnelles. Et raciales. Et racial. De toute façon, c'est toujours ethnico-racial. Hein. Les deux sont toujours articulés pour que ça pète. Et accepter cette réalité complexe est fondamental. Deuxièmement, admettre que parfois ce sont des historiens blancs et européens qui maîtrisent bien cette réalité complexe, parce que les historiens locaux ont plutôt une culture locale, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'est pas dans la logique africaine d'avoir une culture continentale de l'Afrique. C'est-à-dire qu'en général, quand on m'a dit pourquoi vous ne donnez pas la parole à des historiens africains, parce que les historiens africains, s'ils sont réellement des historiens africains, ce sont des historiens topiques. Même chez Anta Diop, qui représente une pensée des années 60, se pose la question de l'égypto-nubien et de la domination égypto-nubienne. C'est une zone très circonscrite de l'Afrique, et le reste ne l'intéresse pas, et surtout ne correspond pas
à sa culture historique, puisqu'effectivement, cette grande échelle continentale, c'est nos échelles à nous. À la limite, la géopolitique africaine est déjà une importation allemande et une projection allemande sur l'Afrique, qui d'ailleurs peut être très pertinente et très intéressante, mais qui ne peut pas être fait par un Africain, ou seulement par un Africain, qui a fait depuis les années 30 des études en France et en Allemagne. Et c'est tout d'ailleurs ce côté très douloureux, quelque part, et très habile et très pervers de ces historiens que je respecte moi, dont Ado Tevye, je vous engage à lire Négritude et négrologie d'Ado Tevye, qui dit le combat pour la négritude et l'idée de négritude est une pensée de nègre blanc, c'est-à-dire de fils de la grande bourgeoisie africaine collaborationniste qui a fait ses études à la Sorbonne. Et c'est là qu'ils ont acquis toute cette épistémologie blanche occidentale et qu'ils l'ont après reprojetée sur l'Afrique, vous voyez, pour en faire une idéologie de combat, souvent d'ailleurs pour prendre le pouvoir dans leur pays d'origine. Voilà. Et de comprendre tout ça est fondamental pour ne pas parler comme un gauchiste, parce qu'il n'y a pas, c'est-à-dire ne dire que des bêtises inutiles, souvent arrogantes, et surtout qui prétendent défendre des gens en les enfonçant. Et puis d'ailleurs, en général, les défendre, alors que ça aussi, c'est quelque chose que je préfère remarquer. Avant que la colonisation existe, même, et la nôtre qui s'est faite, évidemment, on fait partie de la colonisation française, la colonisation anglo-saxonne, la nôtre qui s'est fait au nom des droits de l'homme, de l'égalité, etc. Et pas l'anglaise qui s'est fait au nom de la grandeur du roi d'Angleterre, ce qui était moins malhonnête. Chaque fois que nous sommes allés là-bas, ça c'est un constat que peut-être que tu peux valider, nous avons importé quelque chose là-bas qui n'existait pas, parce que nous sommes là-bas dans des économies de la rareté, mais nous avons apporté la misère. La misère n'existe pas dans l'Afrique traditionnelle. Pour des raisons d'ailleurs violentes, c'est que, comme dirait l'autre, il n'y a pas d'handicapés dans les sociétés traditionnelles. On est dans des économies de la survie. Et c'est nous qui avons apporté avec tout ça la misère. Et le mieux que nous aurions à faire, c'est vrai, si à un moment donné on veut aider l'Afrique, c'est peut-être d'en partir, s'en aller et de fermer notre gueule. Parce que c'est là où moi, à la limite, je donne raison d'une certaine manière à Kémy Séba, sans rentrer dans le débat. Chaque fois qu'on veut se substituer à eux, leur expliquer comment ils pourraient accéder au développement, soi-disant, c'est-à-dire se soumettre à d'autres modèles, qui est quand même un modèle qui n'est pas à part sur le plan technicien, qui n'est pas d'une grande efficacité, sur le plan de la spiritualité ou de la paix sociale, et même de la paix guerrière tout court, parce que nous sommes les sociétés qui avons produit, sur une séquence de 2 siècles, le plus grand taux de morts qui ait jamais existé dans l'histoire, et en plus, entre blancs de même civilisation et de même religion, entre blancs chrétiens. Allemands, français, anglais, russes, etc. Donc, pour lancer le débat de manière dépassionnée, je veux dire que après avoir admis que M. Lugan connaissait bien mieux le sujet souvent qu'un gauchiste qui croit aimer l'Afrique parce qu'il aime le djembé, ou parce qu'il aimerait y aller en vacances, ou parce qu'il a travaillé pour Médecins du Monde, qui est quand même le colonialisme le plus stupide et le plus pervers qui ait jamais existé. C'est en général très agréable pour aller s'amuser et tirer des gonzesses. Tous ceux qui l'ont fait le savent. Mais ça n'a pas beaucoup à voir avec le respect et la connaissance de l'Afrique. Hein. Quand on a admis que le mieux qu'on aurait à faire, c'est de se barrer et de laisser l'Afrique se gérer elle-même, sans doute, pour faire baisser le taux de misère et de violence. Deuxièmement, quand on a admis que les meilleurs africanistes sont souvent des Français et des Anglais. Des Anglais, maintenant. Des Anglais, oui, les Français, malheureusement, à cause de l'idéologie tiers-mondiste qui a été une catastrophe, puisque l'idéologie tiers-mondiste a eu pour but, à un moment donné, quand le prolétariat a commencé à s'essouffler et à ne pas tenir les promesses que la bourgeoisie de gauche avait pour lui, est allé chercher un prolétariat de rechange avec le tiers-monde, qui est un concept abstrait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, les immigrés vont accomplir le projet marxiste. Et ce terme d'immigré est d'une abstraction totale. Et cette abstraction complètement malhonnête, on la retrouve d'ailleurs chez Ouria Boutelja, qui vous prétend que face au blanc colonisateur, même une fois qu'il est indigène chez lui, en face, il y aurait l'immigré. Et l'immigré, c'est aussi bien l'Algérien que le Tunisien, que le Marocain, mais aussi que l'Africain subsaharien, le Malien, le Sénégalais, ce qui est une négation totale de la diversité et de la complexité de ces êtres-là. Et quiconque a mis les pieds au Maghreb ou en Afrique sait très bien que le Maghrébin et l'Africain, c'est pas du tout le même. Et qu'il existe les mêmes rapports, je dirais, si on veut projeter les concepts du Parti socialiste, le même rapport de racisme et de mépris plus ou moins réciproque entre un Algérien et ce qu'il y a au sud de l'Algérie, qu'entre un Français on va dire de souche et un jeune des cités. Donc tout ça, se servir du savoir assez fin, même s'il est de droite, de Lugan, pour penser sérieusement toutes ces questions-là, quitte même à en conclure que le grand capital blanc est un salopard
mais avec lequel nous n'avons pas grand-chose à voir, puisque nous-mêmes, nous ne sommes pas actionnaires chez Total et nous ne sommes pas liés à Bernard-Henri Lévy. Donc en admettant que l'impérialiste blanc est un salopard, mais il est aussi autant salopard chez nous que là-bas d'ailleurs, hein, quand il essaye de diviser en France la classe moyenne opposée au prolétariat, ces manipulations, le diviser pour régner est toujours le même. Il part d'un constat, de gens qui font ce constat subtilement, de manipulation et après de mensonges pour habiller une manipulation en générosité. Voilà. Donc quand on fait ce constat que finalement ce sujet est souvent mieux maîtrisé par finalement des anciens colonisateurs, parce que finalement tu connais très bien l'Afrique, parce que tu y as beaucoup passé de temps. J'y suis né. Voilà, il est né. Finalement, tant que ça serve à quelque chose. J'ai vécu toute ma vie. Oui. Voilà, ce qui n'est pas rien. Je disais un jour dans un débat télévisé avec Maître Wade du Sénégal, je lui ai dit, Maître, la différence entre vous et moi, c'est que je suis africain. J'étais africain plus longtemps que vous, parce que vous étiez avocat à Paris et vous aviez votre cabinet à Paris. Vous êtes resté 30 ans à Paris. Moi, je ne suis jamais resté 30 ans à Paris. J'ai vécu plus longtemps. Oui, donc, ces concepts, c'est très bien. C'est exactement cela. Ce que tu parlais de nègre blanc, c'est cela. C'est le concept de ces intellectuels qui ont été déformés dans nos universités et qui projettent ces concepts sur des sociétés. Et c'est pas typiquement africain, parce que si on se rappelle de la catastrophe qu'a été le Kampuchea démocratique, on se rappelle bien que Pol Pot, pour appliquer son marxiste asiatique radical, a été formé entièrement à la Sorbonne. Donc ça a donné des résultats assez catastrophiques. Et là, ça n'a rien à voir avec l'Afrique, puisque c'est l'Asie. Mais c'est pareil, c'était finalement notre impérialisme épistémologique et intellectuel a fait beaucoup de dégâts quand il a été, comment dirais-je, importé sans aucun respect, je dirais, du matérialisme historique, qui est qu'une fait que pour accéder à l'individualité, il faut la société industrielle, il faut la mort de Dieu, il faut des tas de conditions préalables qui sont une séquence historique qui nous a pris 2 siècles, et que quand on transpose du jour au lendemain de force et sans aucun respect toute cette épistémologie qui donne aussi de la politique et du constitutionnel dans un monde qui n'a rien à voir ou peu à voir, on crée un grand chaos. Et donc, à la limite, ce constat de Lugan, qui est tout sauf pour moi un constat impérialiste, et plutôt un constat humble, de dire voilà, l'Afrique fonctionne essentiellement sur l'ethnico-racial et sur la famille élargie, c'est-à-dire sur le tribal. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Finalement, malgré les manipulations économiques, les zones de rupture et de cassure sont toujours au même endroit, parce que malgré les habillages successifs liés à la colonisation et à la décolonisation, qui est une colonisation plus subtile pour tous ceux qui l'ont compris aujourd'hui. Et à la guerre froide. Oui aussi, bien sûr, les rapports Est-Ouest. Aujourd'hui, le rôle des Israéliens, des Américains, des Chinois, des Libanais. Enfin, voilà, c'est finalement, par respect et par humilité, aller vers la complexité et se méfier effectivement de tous ces discours qui ont beaucoup à voir avec la manipulation politique et le gauchisme, c'est-à-dire avec la malhonnêteté de certains et la naïveté des autres, qui nous parlent en termes de black, de blanc, avec des concepts très très creux et très vides de racisme. Parler de racisme dans une société de type tribal, ça n'a aucun sens, puisque, comme vous le savez, si vous faites de l'anthropologie, n'est un être humain que celui qui fait partie de la tribu, et l'autre, on les appelle les sauvages, on les appelle les non-hommes. C'est-à-dire qu'en Afrique, ça existe aussi. À part que le racisme, il est circonscrit sur des zones de 20 km parfois. C'est-à-dire que cette idée que celui qui n'est pas de la famille élargie n'est pas un homme est consubstantielle à l'anthropologie primitive et même traditionnelle, hein, parce que c'est la même chose chez les Grecs, il ne faut pas oublier, où à un moment donné, celui qui n'est pas grec, on peut tout lui faire parce qu'il n'est pas racialement des nôtres. Faut pas oublier que c'est tout ce qu'a rencontré Alexandre le Grand comme problème quand il a voulu justement sortir de ce concept racial macédonien. Il s'est pris dans la gueule son propre peuple qui a dit non, il n'est pas question que nous fassions d'un hindou un grec, hein, parce que un grec c'est quelqu'un qui... Il y a une dimension du sang et de la race. Hein, voilà. Donc cette notion de frontière est fondamentale, parce que dans la société africaine traditionnelle, nous étions dans des mondes de basse pression démographique. Oui. Ce qui fait que les sociétés étaient des sociétés qui avaient... On peut faire remarquer que l'Afrique est le continent le moins peuplé du monde. Hein, parce que les gens voient toujours une femme avec plein de gosses, mais en fait, c'est au kilomètre carré là où il y a le moins de monde. Hein. Et au début de la période coloniale, à la veille, l'Afrique était vide. Ce qui fait que les sociétés traditionnelles, en dehors de certaines zones très restreintes, des cas particuliers, étaient des zones qui avaient un cœur nucléaire, et autour de ce cœur nucléaire était gravé un certain nombre d'atomes villageois qui dépendaient du cœur central,
et qui était entièrement tourné vers le cœur central, non pas vers les périphéries, mais vers le cœur. Et à l'extérieur de ces atomes, qui étaient les villages périphériques, il y avait des no man's land. C'est-à-dire qu'on ne sortait pas de chez soi pour rentrer chez le voisin. On sortait de chez soi pour rentrer dans des territoires qui étaient soit le domaine des dieux, soit des domaines de parcours des uns et des autres en fonction des saisons. Et c'est au terme de ce territoire que l'on rentrait dans le territoire d'un autre peuple ou d'une autre tribu. Ce qui fait que la colonisation et la post-colonisation vont avoir des conséquences considérables. Un, la croissance démographique, qui va faire que cet habitat ne va plus être un habitat concentré sur des zones avec des vides les séparant, mais les vides vont être comblés, et il va y avoir une proximité et une juxtaposition. Et cette proximité et cette juxtaposition vont être accélérées par le phénomène de frontières, qui vont obliger à vivre ensemble des peuples qui jusque-là ne vivaient pas entre eux. Donc c'est un phénomène qui est aggravant. Non, bon, c'est pratiquement match nul. J'ai accepté et même voulu cette conférence avec Monsieur Lugan, car vous avez remarqué que depuis quelques temps, plutôt que de parler tout seul, j'aime bien organiser des duos. Et des duos avec des gens qui ne sont pas forcément tout à fait sur notre ligne ou qui ne sont pas des doubles de ce qu'on produit nous-mêmes, pour qu'il y ait justement un échange intéressant. Parce que par définition, pour dialoguer, il vaut mieux dialoguer avec l'autre qu'avec soi-même, sinon ça ressemble à un monologue. Voilà. Donc je ne prétends pas d'ailleurs connaître aussi bien l'Afrique que M. Lugan. Je ne prétends pas non plus être tout à fait sur sa ligne, mais je pense que sa ligne est très intéressante parce qu'elle est relativement non conforme. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est, que ce soit à gauche, à droite, c'est de donner la parole à des gens qui sont mal vus par on va dire, par la pensée conforme, par l'intelligentsia, par l'oligarchie. Et M. Lugan en fait partie. Donc pour cette raison, et parce qu'aussi il a passé des années et en Afrique et à travailler sur le sujet, je pense qu'il a toute légitimité pour donner ce qu'on appelle son point de vue. Il parlera donc en premier, d'abord, parce que c'est un principe de, comment dirais-je, d'élégance, puisque nous le recevons, ce qui me permettra de prendre des notes. Ensuite, j'interviendrai pour, à la limite, donner mon point de vue et faire des remarques ou poser des questions. Après avoir fait après avoir fait cette petite présentation rapide, je donne la parole à M. Lugan, qui va d'ailleurs se présenter et nous dire quels sont
C'est mérite. Mon principal mérite est d'être émérite, c'est-à-dire d'avoir quitté l'université et d'avoir retrouvé un esprit de liberté et d'indépendance. Et mon seul regret est d'être resté si longtemps, 30 ans à l'université. J'ai eu 15 ans de perdu. Bon, ceci étant, le sujet dont j'aimerais parler aujourd'hui n'est pas tellement celui de la description des crises africaines. Nous allons essayer de dépasser le stade de la description. Pour la description, nous avons tous les journaux, nous avons la radio, nous avons les livres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir pourquoi ces crises et comment serait-il possible de sortir de ces crises. Donc c'est un thème un peu nouveau. Ça, c'est un thème que je n'aborde pas souvent. Et je vais devoir pour cela aborder des questions d'ordre ethnique et des questions d'ordre politico-constitutionnel. Alors, pour poser le problème, disons que dans la décennie 2000-2010, 70% du temps de discussion à l'ONU l'a été autour des questions africaines. Et 35% du temps et des prises de décision du Conseil de sécurité à propos de l'Afrique. Ça veut donc dire que l'Afrique, les Afriques, parce que bien entendu l'Afrique n'existe pas, il faut parler des Afriques, les Afriques sont au cœur de l'actualité. Et ces Afriques qui sont au cœur de l'actualité le sont à travers un certain nombre de crises, un certain nombre de guerres, un certain nombre d'événements qui ont l'air de s'accélérer et qui, pour les non-spécialistes, semblent soudains, semblent un peu un enchaînement soudain d'événements qui tombent du ciel, on ne sait pas très bien comment. Or, ces crises africaines ont, selon moi, deux grandes caractéristiques. Je parle de l'Afrique au sud du Sahara, n'est-ce pas? L'Afrique au nord du Sahara, les Afriques au nord du Sahara procèdent d'une autre problématique, nous en parlerons peut-être dans les questions, mais je centre mon sujet sur les Afriques, sur le Bilad al-Soudan, sur les Afriques au sud du Sahara. Donc, selon moi, ces crises appartiennent à deux grandes familles. Un, elles sont récurrentes, et deux, elles ne sont pas économiques. Ce sont les deux grandes caractéristiques. Alors, évacuons tout de suite le côté économique. Vous allez me dire, oui, mais vous dites n'importe quoi. Regardez ce qui se passe dans l'est du Congo, l'on se bat bien pour la possession du coltan. Regardez ce qui se passe, ce qui s'est passé en Sierra Leone, on s'est battu pour les diamants. Et regardez ce qui s'est passé au Tchad, l'on se bat pour le pétrole. Non, ceci est une vision très contemporaine. Les crises africaines sont des crises dans lesquelles l'économique va être un carburant qui va amplifier la crise. Si dans la salle il y a des cavaliers, ils vont comprendre ce que je vais dire. C'est ce qui entretient le galop. Mais ce n'est pas ce qui demande le galop. La crise africaine ne dépend pas d'une réalité économique. Ces réalités économiques vont amplifier, alimenter, nourrir, déformer, etc. Alors, je les évacue, ces critères économiques. Pour en venir à ce qui, pour moi, est déterminant, la récurrence. Ce qui frappe l'historien, je suis un historien de la longue durée. Moi, je suis un élève de Braudel, la longue durée. Les grands espaces et la longue durée. Et lorsque vous travaillez sur l'Afrique, sur la longue durée, ma spécialité est la longue durée, puisque ma première formation, c'est l'archéologie africaine. Donc, au départ, je fais de l'archéologie africaine et je me retrouve à expliquer les crises contemporaines. Il n'y a aucune contradiction à cela. Il y a au contraire la longue mémoire. Le problème est que dans nos pays d'Europe, d'Occident, entre guillemets, ce que l'on appelait l'Occident, il n'y a plus de mémoire. Plus de mémoire, déjà... Il n'y a plus de mémoire familiale. Je demandais toujours à mes étudiants dans les amphis qui est capable de me donner le nom, les prénoms de ses arrière-grands-parents. Personne, quasiment personne. Donc nous vivons dans des civilisations sans mémoire. Les événements révolutionnaires ont fait que l'on nous a coupé de nos mémoires, coupé de nos racines, mais pas en Afrique.
En Afrique, la longue mémoire est présente, la longue durée est prégnante. Et dans ces crises africaines, nous voyons cette permanence et cette résurgence. Si nous prenons la carte des événements qui se produisent en Afrique, dans les Afriques, eh bien nous constatons qu'à travers l'histoire, ce furent toujours les mêmes zones qui furent des zones de contact, de combat, d'opposition. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les grandes zones géographiques, donc les grandes zones ethniques de l'Afrique, furent des zones disputées. Il est bien évident que dans la région du Sahel, prenons l'exemple de la région du Sahel. Le Sahel, cette bande qui court de l'Atlantique jusqu'à la mer Rouge, qui touche une dizaine d'États, bande étroite, qui elle-même est coupée en deux, parce qu'il y a deux Sahel. Il y a le Sahel du Nord qui est tourné vraiment vers le Sahara et vers l'économie pastorale transhumante, et les Sahel du Sud qui, eux, sont tournés vers les fleuves ou vers le lac Tchad, et qui, eux, sont des Sahel agro-pastoraux. Et nous avons des populations qui sont différentes. Sur le nord de cette ligne vivent des populations blanches ou historiquement blanches, à l'ouest d'origine berbère, à l'est d'origine berbère pour certains aussi, comme les Achawa, qui sont des berbères à l'origine, ou bien des populations Toubou, et au sud, des populations qui sont des populations sédentaires, qui sont des populations noires. Bien, si vous prenez l'histoire de ce monde ouest africain, depuis 2000 ans, nous avons une confrontation. Tout simplement parce que une terre, un peuple. Tout simplement parce que les espaces sont à prendre ou à défendre. C'est l'histoire de l'humanité. Nous vivons dans un monde éthéré et aseptisé, dans lequel tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Pas du tout. La nature, c'est le combat. Les peuples se battent. Un peuple qui ne se bat pas pour défendre sa terre se fait prendre sa terre par des peuples qui viennent pour la lui prendre. Et c'est normal. Comme le renard veut rentrer dans le poulailler, et si le fermier ne ferme pas la porte, les poules seront mangées. Ça, c'est l'histoire de la nature. Tout le reste, c'est de la philosophie. Tout le reste, c'est du baratin. Alors, cette réalité est fondamentale. Parce que toute l'histoire de l'Afrique est l'histoire de ces grandes confrontations. Et c'est de ces confrontations que naissent les États. C'est de ces confrontations que naissent les grands ensembles, que naissent les grands peuples. C'est toujours par la guerre que se développent les sociétés et que se font les grandes inventions. Alors cette carte de l'Afrique aujourd'hui est une carte qui montre cette permanence, cette résurgence, le monde sahélien, le monde de la Corne, les mondes de la Corne. Tout ceci fait que nous avons une réalité qui est profonde, mais cette réalité profonde va être l'élément déclencheur des crises. Mais ces crises vont être alimentées par des facteurs contemporains. Alors, sur ce soubassement, qui est un soubassement ethno-racial, géographico-ethno-racial, sont venus, au fur et à mesure des siècles, se greffer des éléments qui vont amplifier, déformer, changer ces conflits. Je laisse de côté pour le moment les questions religieuses, parce que dans les Afriques noires, aussi bien l'islam que le christianisme sont des introductions récentes. L'islam en Afrique noire a 6 ou 7 siècles d'ancienneté. Le christianisme, un siècle et demi. Donc ce sont des, comment dirais-je, des instants fugaces à l'échelle de la longue durée historique. Mais des événements contemporains vont avoir des conséquences fondamentales. Ces conséquences fondamentales qui sont l'héritage de nos idéologies. Et ces idéologies profondément chrysogènes, notamment la démocratie. La démocratie fondée sur le « un homme, une voix ». Pourquoi? Parce que une des grandes caractéristiques des sociétés africaines, à la différence des sociétés européennes, c'est que ces sociétés sont fondées sur la communauté, sur le groupe. Nous sommes des individualistes. Attention, nous ne le sommes pas depuis toujours. Nous le sommes depuis la Réforme, la Révolution française, les droits de l'homme, etc., où les révolutionnaires ont tout fait pour casser nos structures charnelles, nos enracinements, de façon à ce que nous ne soyons plus que des
citoyen robot dont la seule liberté est d'aller tous les 4 ans mettre un bout de papier dans l'urne, on additionne ces papiers, et on a une majorité. Nous sommes, nous, occidentaux, entre guillemets, et européens, des individualistes nés du forceps démocratique. Mais l'homme n'est pas un individualiste dans l'organisation sociale. Il n'y a aucune société individualiste dans l'État traditionnel. Eh bien, ce phénomène est fondamental parce que l'Afrique se voit appliquer depuis plusieurs décennies des idéologies à base individualiste. La première de ces idéologies, c'est l'idéologie du suffrage universel fondé sur le un homme, une voix. Or, dans les États artificiels nés de la colonisation et de la post-colonisation, dans ces États artificiels qui vont regrouper des populations différentes, qui, par le passé, soit ne se connaissaient pas, soit s'opposaient, la démocratie va donner le pouvoir politique à ceux dont les femmes ont eu le ventre le plus fécond, aux plus nombreux. Qu'est-ce que la démocratie? Qu'est-ce que le one man, one vote? Qu'est-ce que le suffrage universel? Qu'est-ce que l'élection? C'est la mathématique. À partir du moment où nous avons des populations plus nombreuses que les autres, les plus nombreux vont toujours l'emporter sur les moins nombreux. Ce qui fait que se pose un problème constitutionnel. Et c'est dans ce domaine-là qu'il nous faut réfléchir. Il nous faut réfléchir dans ce domaine. Ne rêvons pas. Les frontières africaines sont là, elles ne bougeront pas, sauf des aménagements de détail. L'Érythrée, le Sud-Soudan, probablement le Nigeria qui éclatera un jour ou l'autre. Mais il y aura des changements qui ne seront pas continentaux. Donc, nous avons, pour les siècles qui viennent, des réalités de corps sociaux qui sont profondément étrangers dans des États qu'ils perçoivent comme des colonisateurs intérieurs. Tout simplement parce que, le vote étant communautaire et ethno-tribal, les moins nombreux sont certains de toujours perdre les élections. Donc toute l'évolution qui devrait être faite, et c'est dans ce sens qu'il faudrait réfléchir, c'est comment associer au pouvoir les moins nombreux qui, par le fait même qu'ils sont moins nombreux, n'ont aucune chance d'arriver au pouvoir. C'est cela. Aux Africains de réfléchir à cela. J'allais dire que c'est presque le travail des constitutionnalistes, mais pour cela, il faut cesser de nier l'existence de ces ethnies, l'existence de ces groupes, comme le fait cette curieuse école africaniste française qui considère que les ethnies ont été créées par la colonisation, ce qui est une aberration, n'est-ce pas? Et à partir du moment où vous posez le mauvais diagnostic, il est bien évident que vous ne pouvez pas donner le bon remède. Alors voilà le problème qui est un problème fondamental. Et ce problème fondamental trouve des débuts de solution. Il trouve des débuts de solution dans un grand pays africain, qui est l'Éthiopie. Alors je ne dis pas que l'expérience éthiopienne est en train de réussir, mais l'Éthiopie, après être passée par une phase de centralisme impérial autour de l'ethnie des Amaras, et après être passée par une phase de centralisme jacobino-marxiste autour d'Haïlé Mariam, lui aussi amarisé, ce n'était pas un Amara, mais il était amarisé. Aujourd'hui, l'Éthiopie a totalement changé son approche politique et le préambule de la constitution éthiopienne dit « nous, les peuples et les nations d'Éthiopie ». Et c'est autour de cette réalité que s'est reconstruit une constitution éthiopienne et que s'est reconstruit l'État éthiopien. Bien voilà une direction de recherche qui est intéressante, mais le problème est que, et là nous retombons sur la nature humaine, quels sont les peuples assurés d'être au pouvoir par le fait qu'ils sont plus nombreux, qui seront suffisamment naïfs ou suicidaires pour abandonner le système du one man, one vote pour passer à un système de vote de groupe? Il est bien évident que dans un pays comme le Rwanda, par exemple, où les Hutus sont 85% et les Tutsis 15%,
Il est certain que le suffrage universel, s'il était appliqué d'une manière logique, donnerait pour l'éternité le pouvoir aux Hutus, d'où le soulèvement des Tutsis. Il est bien évident que dans d'autres pays africains, il suffit de voir quelle est la réalité de ces groupes ethniques pour avoir la représentation politique. L'on fait des élections, ça ne sert à rien. Moi, je m'amuse régulièrement, à la veille de certaines élections africaines, à donner à 2% près le résultat de chaque parti. Il suffit de savoir que le parti est l'habillage à l'européenne de réalités ethniques ou d'alliances ethniques pour avoir le résultat. Alors voilà donc simplement les réflexions que je voulais faire pour poser le débat. Des crises qui ne sont qu'artificiellement économiques ou que secondairement économiques, des crises qui sont des crises inscrites dans la longue durée, qui sont des crises d'ordre ethno-politique, aggravées par les systèmes politiques hérités de la décolonisation, aggravées par l'idéologie des droits de l'homme, aggravées par la compétition internationale, parce que l'Afrique, alors je ne nie pas le fait économique, attention, entendons-nous bien, par le fait que l'Afrique est convoitée par les grandes puissances mondiales qui ont leur jeu politique et qui, ayant leur jeu politique, peuvent appuyer sur tel ou tel levier ou déclencheur pour leurs propres intérêts. Donc il y a tous ces éléments qui entrent en jeu. Mais, à la base, le fond du problème n'est pas un problème économique. Voilà donc quelques réflexions pour lancer le débat. Déjà, on voit que M. Lugan connaît bien le sujet. Et surtout, c'est important de le faire remarquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Quand je vois les gens parler de l'Afrique, en général, en se pensant en plus des décolonisateurs ou des anticoloniaux, en général, tout leur bagage, on va dire, épistémologique est de type colonial, c'est-à-dire de type occidental. Et non seulement il l'est, mais il est projeté, moi qui suis marxiste, sans aucun respect de ce qu'on appelle le matérialisme historique, il est projeté de manière totalement artificielle sur un continent qui, si on le respecterait, on admettrait qu'il est encore un continent qui fonctionne de façon, on va dire, traditionnelle, c'est-à-dire sur la notion de famille élargie, et non pas sur la notion qui est consubstantielle aux droits de l'homme, qui est la notion d'individu. Voilà. Et il y a un contresens terrible. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand on est un marxiste sérieux, comme le sont certains africanistes proches de moi, dont justement Pagani, Negroni, Adotevi, etc., le spécialiste de la négritude, on rejoint exactement cette critique de la pensée dominante que fait M. Lugan, qui serait plutôt un homme de droite, on va dire, traditionnaliste. Hein, voilà. Alors, il a levé effectivement cette hypothèque. C'est effectivement, si l'Afrique est souvent à feu et à sang en ce moment, c'est parce que pour des raisons effectivement d'impérialisme économique du Nord, les petits malins qui vendent l'abstraction des droits de l'homme et des découpages abstraits qui sont ces nations issues du colonialisme et qui se sont maintenues dans la décolonisation, ça veut très bien, quand ils veulent créer des conflits locaux pour capter des marchés, savent très bien comment fonctionnent en général les lignes de fragilité, les lignes de fracture ethnique pour appuyer dessus. C'est-à-dire que ce sont des manipulateurs et des menteurs. C'est-à-dire qu'à la limite, ils se servent du savoir de Lugan pour foutre la merde, pour des raisons de domination économique, en nous vendant un commentaire journalistique à la Bernard-Henri Lévy, donc on est venu pour les droits de l'homme. Alors que, regardez le laboratoire de la situation libyenne, on pourra en parler tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a un BHL qui vous vend la démocratie et les droits de l'homme, on a des experts sur le terrain qui connaissent les lignes de fragilité, qui avaient essayé d'ailleurs de dépasser un Kadhafi en essayant de faire accéder la Libye à la modernité d'une certaine manière, à la fois en faisant un pays, alors que ce n'est pas un pays au départ, c'est l'Italie qui avait décidé que c'en était un, mais en même temps, à travers sa jamaïria, en respectant justement la réalité politique tribale. Donc il avait articulé ces choses-là. Et c'est ça qu'on est venu désarticuler derrière. Hein, voilà. Et malheureusement, c'était fragile. Et parce qu'effectivement, quand on repousse une ethnie à redevenir ce qu'elle était, en lui donnant des armes et de l'argent et en lui promettant un pouvoir global, en général, elle oublie ce saut dans la modernité qui était l'unité nationale pour retomber à la séquence d'avant. C'est pour ça qu'on pourra parler de la Libye tout à l'heure, c'est très intéressant, et sans doute du Soudan. La Libye, c'est très important. Oui, parce que tout est là. Et moi, qui suis quelqu'un qui a une formation plutôt marxiste, je le rejoins sur plein de points. Hein. Déjà sur l'idée que, effectivement, quand on prétend défendre l'Afrique, on la défend malgré elle, et sans lui demander son avis, en général en niant sa réalité profonde historique, c'est-à-dire en projetant sur elle
un découpage de nations qui est déjà de toute façon un artifice colonial, dans un but d'ailleurs de domination pervers, puisque le général, c'est ne pas respecter les découpages ethniques. Et nous avons la même chose en France quand on prétend, par exemple, que cette région s'appelle Rhône-Alpes, pour casser la culture historique de l'Isère et de la Savoie, vous voyez, qui n'ont strictement rien à voir historiquement. Donc ce qu'on fait ici chez nous, on le fait aussi là-bas, évidemment. Et donc c'est déjà une première violence. Et c'est intéressant de toucher du doigt, grâce au savoir de M. Lugan, tout ce contresens où les trois quarts des gens qui prétendent aider l'Afrique, en parlant d'ailleurs d'Afrique, avec une vision continentale que n'ont aucun Africain, sauf ceux qui ont pris l'avion et qui sont venus faire leurs études à la Sorbonne, ce qui explique très bien Ado-Thévy, parce que pour un Africain, au niveau de sa réalité historique et de son épistémologie, il n'y a pas de continent africain. Il y a la famille élargie, il y a son ethnie, et il n'y a pas de... Il faut avoir quitté l'Afrique et avoir fait des études à l'occidental et avoir pris l'avion, de cette manière, pour dire le continent africain, pour parler de panafricanisme, etc., etc. C'est déjà projeté sur l'Afrique un appareil conceptuel qui a à voir avec un niveau technologique et politique qui est celui de l'Occident et de l'Occident dominateur. Donc c'est le même paradoxe que quand, je dirais, Ouya Boutelja critique la colonisation française au nom des droits de l'homme. Je dis malheureusement, les droits de l'homme font partie du bagage colonial. Il faudrait que tu t'appuies sur un autre concept, parce que là, tu veux te battre contre quelqu'un en acceptant ses armes, et ces armes ont été créées pour ta défaite. Vous voyez ? Donc là, on est dans l'injonction à une certaine finesse et un certain respect. Et commencer par respecter l'Afrique, c'est respecter sa différence et ne pas justement lui jeter à la figure les termes de démocratie de façon abstraite, d'égalitarisme, etc., etc., en sachant que ça n'a pas de réalité profonde dans l'Afrique, et c'est parce que ça n'a pas de réalité profonde que chaque fois qu'on passe ce vernis, c'est comme passer une peinture pour cacher quelque chose, ça ressort, la réalité profonde ressort, et surtout, à chaque fois, les manipulateurs du Nord, parce que ça, il faut bien l'admettre, savent très bien, eux, où appuyer pour que ça pète, pour que c'est fragile. La séparation du Soudan, elle a été facile à organiser, puisque justement cet État qui s'appelle le Soudan n'a aucune réalité profonde historique, et il suffit d'appuyer sur les fractures ethniques traditionnelles. Et raciales. Et raciales. De toute façon, c'est toujours ethnico-racial. Les deux sont toujours articulés pour que ça pète. Et accepter cette réalité complexe est fondamental. Deuxièmement, admettre que parfois ce sont des historiens blancs et européens qui maîtrisent bien cette réalité complexe, parce que les historiens locaux ont plutôt une culture locale, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'est pas dans la logique africaine d'avoir une culture continentale de l'Afrique, c'est-à-dire qu'en général, quand on m'a dit pourquoi vous ne donnez pas la parole à des historiens africains, parce que les historiens africains, s'ils sont réellement des historiens africains, ce sont des historiens topiques. Même chez Anta Diop, qui représente une pensée des années 60, se pose la question de l'égypto-nubien et de la domination égypto-nubienne. C'est une zone très circonscrite de l'Afrique, et le reste ne l'intéresse pas, et surtout ne correspond pas à sa culture historique, puisqu'effectivement, cette grande échelle continentale, c'est nos échelles à nous. À la limite, la géopolitique africaine est déjà une importation allemande et une projection allemande sur l'Afrique, qui d'ailleurs peut être très pertinente et très intéressante, mais qui ne peut pas être fait par un Africain, ou seulement par un Africain qui a fait depuis les années 30 des études en France et en Allemagne. Et c'est tout d'ailleurs ce côté très douloureux, quelque part, et très habile et très pervers de ces historiens que je respecte moi, dont Ado-Thévy, je vous engage à lire Négritude et négrologie d'Ado-Thévy, qui dit tout le combat pour la négritude et l'idée de négritude est une pensée de nègre blanc, c'est-à-dire de fils de la grande bourgeoisie africaine collaborationniste qui a fait ses études à la Sorbonne. Et c'est là qu'ils ont acquis toute cette épistémologie blanche occidentale et qu'ils l'ont après reprojetée sur l'Afrique, vous voyez, pour en faire une idéologie de combat, souvent d'ailleurs pour prendre le pouvoir dans leur pays d'origine. Voilà. Et de comprendre tout ça est fondamental pour ne pas parler comme un gauchiste, parce qu'il n'y a pas, c'est-à-dire ne dire que des bêtises inutiles, souvent arrogantes, et surtout qui prétendent défendre des gens en les enfonçant. Et puis d'ailleurs, en général, les défendre, alors que ça aussi, c'est quelque chose que je préfère remarquer. Avant que la colonisation existe, même, et la nôtre qui s'est faite, évidemment, on fait partie de la colonisation française, la colonisation anglo-saxonne, la nôtre qui s'est faite au nom des droits de l'homme, de l'égalité, etc. Et pas l'anglaise qui s'est faite au nom de la grandeur du roi d'Angleterre, ce qui était moins malhonnête. Chaque fois que nous sommes allés là-bas, ça c'est un constat que peut-être que tu peux valider, nous avons importé quelque chose là-bas qui n'existait pas, parce que nous sommes là-bas dans des économies de la rareté, mais nous avons importé la misère. La misère n'existe pas dans l'Afrique traditionnelle. Pour des raisons d'ailleurs violentes, c'est que, comme dirait l'autre, il n'y a pas d'handicapés dans les sociétés traditionnelles. On est dans des économies de la survie. Et c'est nous qui avons apporté avec tout ça la misère. Et le mieux que nous aurions à faire, c'est vrai, si à un moment donné on veut aider l'Afrique, c'est peut-être d'en partir.
s'en aller et de fermer notre gueule. Parce que c'est là où moi, à la limite, je donne raison d'une certaine manière à Kémy Séba, sans rentrer dans le débat. Chaque fois qu'on veut se substituer à eux, leur expliquer comment ils pourraient accéder au développement, soi-disant, c'est-à-dire se soumettre à d'autres modèles, qui est quand même un modèle qui n'est pas à part sur le plan technicien, qui n'est pas d'une grande efficacité, sur le plan de la spiritualité ou de la paix sociale, et même de la paix guerrière tout court, parce que nous sommes les sociétés qui avons produit, sur une séquence de 2 siècles, le plus grand taux de morts qui ait jamais existé dans l'histoire, et en plus, entre blancs de même civilisation et de même religion, entre blancs chrétiens, allemands, français, anglais, russes, etc. Donc, pour lancer le débat de manière dépassionnée, je veux dire que, après avoir admis que M. Lugan connaissait bien mieux le sujet souvent qu'un gauchiste qui croit aimer l'Afrique parce qu'il aime le djembé, ou parce qu'il aimerait y aller en vacances, ou parce qu'il a travaillé pour Médecins du Monde, qui est quand même le colonialisme le plus stupide et le plus pervers qui ait jamais existé. C'est en général très agréable pour aller s'amuser et tirer des gonzesses. Tous ceux qui l'ont fait le savent, mais ça n'a pas beaucoup à voir avec le respect et la connaissance de l'Afrique. Hein. Quand on a admis que le mieux qu'on aurait à faire, c'est de se barrer et de laisser l'Afrique se gérer elle-même, sans doute, pour faire baisser le taux de misère et de violence. Deuxièmement, quand on a admis que les meilleurs africanistes sont souvent des Français et des Anglais. Des Anglais, maintenant. Des Anglais, oui, les Français, malheureusement, à cause de l'idéologie tiers-mondiste qui a été une catastrophe, puisque l'idéologie tiers-mondiste a eu pour but, à un moment donné, quand le prolétariat a commencé à s'essouffler et à ne pas tenir les promesses que la bourgeoisie de gauche avait pour lui, est allé chercher un prolétariat de rechange avec le tiers-monde, qui est un concept abstrait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, les immigrés vont accomplir le projet marxiste. Et ce terme d'immigré est d'une abstraction totale. Et cette abstraction complètement malhonnête, on la retrouve d'ailleurs chez Ouria Boutelja, qui vous prétend que face aux blancs colonisateurs, même une fois qu'il est indigène chez lui, en face, il y aurait l'immigré. Et l'immigré, c'est aussi bien l'Algérien que le Tunisien, que le Marocain, mais aussi que l'Africain subsaharien, le Malien, le Sénégalais, ce qui est une négation totale de la diversité et de la complexité de ces êtres-là. Et quiconque a mis les pieds au Maghreb ou en Afrique sait très bien que le Maghrébin et l'Africain, c'est pas du tout le même. Et qu'il existe les mêmes rapports, je dirais, si on veut projeter les concepts du Parti socialiste, le même rapport de racisme et de mépris plus ou moins réciproque entre un Algérien et ce qu'il y a au sud de l'Algérie, qu'entre un Français on va dire de souche et un jeune des cités. Donc tout ça, se servir du savoir assez fin, même s'il est de droite, de Lugan, pour penser sérieusement toutes ces questions-là, quitte même à en conclure que le grand capital blanc est un salopard, mais avec lequel nous n'avons pas grand-chose à voir, puisque nous-mêmes, nous ne sommes pas actionnaires chez Total, et nous ne sommes pas liés à Bernard-Henri Lévy. Donc en admettant que l'impérialiste blanc est un salopard, mais il est aussi autant salopard chez nous que là-bas, d'ailleurs, quand il essaye de diviser en France la classe moyenne opposée au prolétariat, ces manipulations, le diviser pour régner est toujours le même. Il part d'un constat, de gens qui font ce constat subtilement, de manipulation et après de mensonges pour habiller une manipulation en générosité. Voilà. Donc quand on fait ce constat que finalement ce sujet est souvent mieux maîtrisé par finalement des anciens colonisateurs, parce que finalement tu connais très bien l'Afrique, parce que tu y as beaucoup passé de temps. J'y suis né. Voilà, il est né. Finalement, tant que ça serve à quelque chose. J'ai vécu toute ma vie. Oui. Voilà, ce qui n'est pas rien. Je dis un jour dans un débat télévisé avec Maître Wade du Sénégal, je lui ai dit, Maître, la différence entre vous et moi, c'est que je suis africain. J'étais africain plus longtemps que vous. Parce que vous étiez avocat à Paris et vous aviez votre cabinet à Paris. Vous êtes resté 30 ans à Paris. Moi, je ne suis jamais resté 30 ans à Paris. J'ai vécu plus longtemps. Oui, donc, ces concepts, c'est très bien. C'est exactement cela. Ce que tu parlais de nègre blanc, c'est cela. C'est le concept de ces intellectuels qui ont été déformés dans nos universités et qui projettent ces concepts sur des sociétés. Et c'est pas typiquement africain, puisque si on se rappelle de la catastrophe qu'a été le Kampuchea démocratique, on se rappelle bien que Pol Pot, pour appliquer son marxiste asiatique radical, a été formé entièrement à la Sorbonne. Donc ça a donné des résultats assez catastrophiques. Et là, ça n'a rien à voir avec l'Afrique, puisque c'est l'Asie. Mais c'est pareil, c'était finalement notre impérialisme épistémologique et intellectuel a fait beaucoup de dégâts quand il a été, comment dirais-je, importé sans aucun respect, je dirais, du matérialisme historique, qui est qu'une fait que pour accéder à l'individualité, il faut la société industrielle, il faut la mort de Dieu, il faut des tas de conditions préalables qui sont une séquence historique qui nous a pris 2 siècles, et que quand on transpose du jour au lendemain de force et sans aucun respect toute cette épistémologie
qui donne aussi de la politique et du constitutionnel, dans un monde qui n'a rien à voir, ou peu à voir, on crée un grand chaos. Et donc, à la limite, ce constat de Lugan, qui est tout sauf pour moi un constat impérialiste, et plutôt un constat humble, de dire voilà, l'Afrique fonctionne essentiellement sur l'ethnico-racial et sur la famille élargie, c'est-à-dire sur le tribal. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Finalement, malgré les manipulations économiques, les zones de rupture et de cassure sont toujours au même endroit, parce que malgré les habillages successifs liés à la colonisation et à la décolonisation, qui est une colonisation plus subtile pour tous ceux qui l'ont compris aujourd'hui. Et à la guerre froide. Oui, aussi, bien sûr, les rapports Est-Ouest. Aujourd'hui, le rôle des Israéliens, des Américains, des Chinois, des Libanais. Enfin, voilà, c'est finalement, par respect et par humilité, aller vers la complexité et se méfier effectivement de tous ces discours qui ont beaucoup à voir avec la manipulation politique et le gauchisme, c'est-à-dire avec la malhonnêteté de certains et la naïveté des autres, qui nous parlent en termes de black, de blanc, avec des concepts très très creux et très vides de racisme. Parler de racisme dans une société de type tribal, ça n'a aucun sens, puisque, comme vous le savez, si vous faites de l'anthropologie, n'est un être humain que celui qui fait partie de la tribu, et l'autre, on les appelle les sauvages, on les appelle les non-hommes. C'est-à-dire qu'en Afrique, ça existe aussi. À part que le racisme, il est circonscrit sur des zones de 20 km parfois. C'est-à-dire que cette idée que celui qui n'est pas de la famille élargie n'est pas un homme est consubstantielle à l'anthropologie primitive et même traditionnelle, hein, parce que c'est la même chose chez les Grecs, il ne faut pas oublier, où à un moment donné, celui qui n'est pas grec, on peut tout lui faire, parce qu'il n'est pas racialement des nôtres. Faut pas oublier que c'est tout ce qu'a rencontré Alexandre le Grand comme problème quand il a voulu justement sortir de ce concept racial macédonien. Il s'est pris dans la gueule son propre peuple qui a dit non, il n'est pas question que nous fassions d'un hindou un grec. Hein, parce que un grec, c'est quelqu'un qui... Il y a une dimension du sang et de la race. Hein, voilà. Donc cette notion de frontière est fondamentale, parce que dans la société africaine traditionnelle, nous étions dans des mondes de basse pression démographique. Oui. Ce qui fait que les sociétés étaient des sociétés qui avaient... On peut faire remarquer que l'Afrique est le continent le moins peuplé du monde. Hein, parce que les gens voient toujours une femme avec plein de gosses, mais en fait, c'est au kilomètre carré là où il y a le moins de monde. Hein. Et au début de la période coloniale, à la veille, l'Afrique était vide. Ce qui fait que les sociétés traditionnelles, en dehors de certaines zones très restreintes, des cas particuliers, étaient des zones qui avaient un cœur nucléaire, et autour de ce cœur nucléaire était gravé un certain nombre d'atomes villageois qui dépendaient du cœur central, et qui étaient entièrement tournés vers le cœur central, non pas vers les périphéries, mais vers le cœur. Et à l'extérieur de ces atomes, qui étaient les villages périphériques, il y avait des no man's land. C'est-à-dire qu'on ne sortait pas de chez soi pour rentrer chez le voisin. On sortait de chez soi pour rentrer dans des territoires qui étaient soit le domaine des dieux, soit des domaines de parcours des uns et des autres en fonction des saisons. Et c'est au terme de ce territoire que l'on rentrait dans le territoire d'un autre peuple, d'une autre tribu. Ce qui fait que la colonisation et la post-colonisation vont avoir des conséquences considérables. Un, la croissance démographique, qui va faire que cet habitat ne va plus être un habitat concentré sur des zones avec des vides les séparant, mais les vides vont être comblés, et il va y avoir une proximité et une juxtaposition. Et cette proximité et cette juxtaposition vont être accélérées par le phénomène de frontières, qui vont obliger à vivre ensemble des peuples qui jusque-là ne vivaient pas entre eux. Donc c'est un phénomène qui est aggravant.